Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Geneviève Burning pour Cosmic Studio. Donc aujourd'hui, une nouvelle lecture, enfin des notes de lecture pour Burning's Books. Voilà, donc c'est James Livingston qui a écrit Fuck Work en 2016 pour une vie sans travail. Donc c'est une position plutôt radicale sur justement se débarrasser du boulot quoi. Je vous passe la préface. Je vais directement à l'avant-propos de Livingston. La préface est de Paul Jorion. Mais j'aimerais ne pas avoir à travailler, ou à vouloir travailler. Notre productivité est en train de nous tuer. Il est temps de dire stop, fin du travail. Il y a des sortes de mots comme ça qui arrivent. Il a une écriture plutôt incisive, ce gars. Et des fois, il balance des trucs comme ça. Quel que soit notre regard sur la situation, qu'on voit le marché du travail comme cassé ou parachevé, le travail ne peut plus servir de fondement disciplinaire à la formation de notre personnalité ou de source légitime de notre revenu, ou encore de registre où se lie la valeur de notre vie. Alors, soyons réalistes, fuck it. Donc, la vocation, c'est une sorte de morale d'esclave. D'accord, ça je pense que... On va en reparler tout à l'heure. Vous ne gagnerez aucune personnalité en allant travailler au salaire minimum parce que votre avenir professionnel est entre les mains des gangsters ou des idiots qui travaillent dans les sièges sociaux. Vous n'apprendrez rien sur la rationalité du marché parce que ce sont les mêmes qui décident de vos revenus. En disant fuck work, je veux dire enfin que la corrélation travail-revenu étant déjà en elle-même incompréhensible et injustifiable, nous devons les découpler en suivant la leçon que nous ont donnée les prestations sociales, les allocations, les bonus de Wall Street et dans la vraie vie l'expérience de travailler pour un salaire garanti, à savoir que, pour le meilleur ou pour le pire, recevoir quelque chose pour rien n'a pas d'effet mesurable sur la personnalité des récipiendaires. Ce fait empirique nous propulse dans un univers moral où le travail ne peut rien nous apprendre à votre sujet, si ce n'est que, comme moi, vous êtes obligé de travailler. Si on peut dire fuck work, moi je suis pour. Dès lors, si nous voulons sauver la planète et nous avec elle, nous devons travailler moins, pas plus. Parce que voilà ce que je veux dire quand je dis fuck work. Voilà, donc ça c'était, l'avant-propos. Je me gratte le nez parce que je prends un max de coke. Chapitre 1. Le travail est tout pour nous depuis des siècles, depuis disons 1650. Nous croyons qu'il forme le caractère, ponctualité, initiative, honnêteté, autodiscipline, nanana. Et nous croyons aussi que le marché de l'emploi, où nous allons chercher du travail, s'est avéré plutôt efficace comme pourvoyeur d'opportunités et de revenus. Et nous croyons que, même si notre boulot est horrible, il n'en donne pas moins un sens, un but et une structure à nos vies. En tout cas, nous sommes à peu près convaincus qu'il nous tire du lit le matin, paie les factures, nous rend responsables et nous empêche de passer la journée devant la télé. Ces convictions ne sont plus tenables aujourd'hui, en fait, elles sont devenues grotesques, parce qu'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde et que le travail qu'il y a ne paiera pas les factures, à moins bien sûr que vous n'ayez déniché un emploi de dealer, de banquier, devenant ainsi gangster dans un cas comme dans un cas comme dans l'autre. Oui, j'ai des problèmes de diction. Oui. Comme s'il allait de soi qu'avoir un job, aussi dangereux soit-il, pénible ou humiliant, c'est une bonne chose. Ok. Des jobs merdiques pour tout le monde, cela ne résoudra aucun des problèmes sociaux auxquels nous sommes confrontés. Vous êtes toujours sous le seuil de pauvreté. Je le demande, quel sens ça a de gagner un salaire qui ne permet pas de vivre, à part le fait de prouver que vous avez une éthique du travail. Bref, la crise que nous vivons est une crise morale tout autant qu'une catastrophe économique. On pourrait même dire que c'est une impasse spirituelle, car elle nous oblige à nous demander quel échafaudage social autre que le travail permettra la construction de la personnalité, ou encore si la personnalité elle-même est quelque chose à quoi nous devons aspirer. Hop,
mais c'est aussi pourquoi c'est une opportunité intellectuelle. Elle nous force à imaginer un monde où ce n'est plus le travail qui construit notre caractère, décide de nos revenus et gouverne nos vies au jour le jour. En un mot, cette crise nous invite à dire « ça suffit, fuck work ». Comment fait-on pour vivre sans un job? Est-ce qu'on peut percevoir un revenu sur le gagné en travaillant? Est-ce que c'est possible pour commencer? Et ensuite, la question difficile, est-ce que c'est éthique? Vous avez été élevé dans l'idée que le travail est l'indicateur de votre valeur sociale, comme la plupart d'entre nous. Est-ce que vous auriez l'impression de tricher en percevant quelque chose pour rien? Ok. Mais ces prestations sociales et ces allocations, avons-nous les moyens économiques mais aussi moraux de nous les offrir? En les distribuant continuellement, en les augmentant, est-ce que nous subventionnons la paresse? Ou est-ce que nous contribuons au débat sur les principes d'une vie bonne? Par conséquent, les décisions des PDG n'ont qu'un effet marginal sur l'emploi. Taxer les profits des entreprises pour financer un État-providence qui nous permettra d'aimer nos prochains et d'être les gardiens de notre frère n'est pas un problème économique, c'est quelque chose d'autre. C'est une question intellectuelle, une énigme morale. Si nous plaçons notre foi dans le travail, c'est qu'on voit en lui une école du caractère. Mais nous avons aussi l'espoir, sinon l'attente, que le marché du travail distribuera les revenus de façon juste et rationnelle. Et c'est là qu'est le hic. Les deux vont réellement ensemble. Le travail peut être une école du caractère, mais seulement lorsqu'il existe une relation intelligible, justifiable entre les efforts passés, les compétences acquises et la récompense présente. Mais quand je vois que votre salaire est complètement disproportionné par rapport à la valeur réelle de votre production, au bien durable que vous mettez à la disposition des autres, et par durable, je n'entends pas seulement des choses matérielles, je ne crois plus que travailler dur soit une école du caractère. Je me rends bien compte que ma participation au marché du travail est irrationnelle. Ok. Depuis que Platon a corrélé l'artisanat et la possibilité des idées, avec une majuscule, le travail est le paradigme incontournable de nos façons de penser la vie bonne. Le travail a été notre façon de défier la mort en fabriquant et en réparant des choses durables, des choses qui ont un sens et dont nous savons qu'elles dureront au-delà du temps qui nous est assigné sur cette terre. Ouais, il y a trop de trucs là. Désolé, hein. Des fois je passe, c'est la flemme. Mais l'amour peut-il survivre à la fin du travail? Et pourra-t-on laisser des gens percevoir quelque chose sans rien faire en échange et continuer à les traiter comme des frères et des sœurs, comme des membres d'une même communauté? Un truc très communautaire avec le travail, c'est vrai. Est-ce que les gens continueraient à travailler si le gouvernement leur garantissait un revenu permettant de vivre au-dessus du seuil de pauvreté? Est-ce qu'ils deviendraient des feignants mollassons ravis de dépendre de l'État? Vraie question. Chez Cosmic Studio, alors nous, on vit d'allocations. Allocations, quelques ventes par-ci par-là d'œuvres, quoi. Il voulait savoir si la famille et la formation du caractère étaient possibles quand le travail ne le serait plus. L'éthique du travail disparaîtrait-elle avec le travail lui-même? La discipline morale est-elle le résultat de la nécessité économique, autrement dit, ce que nous appelons le travail? Comme je le montrerai dans le prochain chapitre, le plan A a également quelque chose de punitif, dans la mesure où il oblige tout le monde à se lever le matin pour aller au travail, alors que nous pouvons désormais produire plus que ce dont nous avons besoin, avec de moins en moins de temps de travail. Oh, ça va, ça va vite en fait. Non, je croyais que ça allait être une vidéo hyper longue, mais j'essaie de passer quand même quand c'est trop long les trucs, genre là. Bon, je le lis. Bon, la réponse réside dans la grande romance du travail. Et j'emploie le mot comme métaphore, non comme hyperbole. Après tout, nous aimons travailler. Je suis en train de travailler.
Et nous le prouvons en nous présentant tous les jours au travail, aussi merdique soit-il, afin de faire la démonstration de notre volonté profonde de tracer notre propre chemin dans ce monde cruel. Ce n'est pas seulement la nécessité extérieure, économique, qui nous y conduit, quelque chose d'autre est en jeu. Quoi donc? Ce n'est pas très compliqué, nous travaillons parce que, ce faisant, nous pouvons constater les changements que nous apportons dans le monde, sur le monde, et cette vision, bien que provenant d'un sentiment infantile et non moins indispensable, est ce que nous appelons liberté, notre capacité à agir, à redessiner les conditions que nous avons héritées sans les avoir choisies, à nous refaire nous-mêmes et le monde par la même occasion. Mais si c'est vrai, si le travail signifie la liberté, pas seulement la servitude, je ne peux pas dire « Eh bien le travail, socialement nécessaire, recule ». Les emplois donnant accès à un revenu permettant de gagner sa vie sont en train de disparaître. Alors oublions le travail et ses plaisirs, ses récompenses, ses bienfaits. Je dois expliquer quelque chose d'autre, ce surplus du sens que nous trouvons dans nos métiers et nos vocations. Comment dès lors diagnostiquer les impératifs psychologiques qui nous maintiennent au travail? Et enfin, comment imaginer un ensemble d'impératifs alternatifs qui nous permettraient de nous relaxer et d'être moins productifs? Ce qui revient au fond à la grande question, peut-on imaginer une nature humaine différente? Désolé hein, si je vais vite. Plus important, plus important encore, nous sommes toujours attachés à l'idée que travailler dur est, en tant que tel, une bonne chose, parce qu'elle produit la discipline de soi et le respect de soi. Chez Cosmic Studio, on travaille très dur. On travaille très dur, on fait une... Je veux dire, c'est notre défaut ou notre qualité, on ne sait pas trop. Hein. En d'autres termes, nous croyons encore au principe de la productivité, de chacun en fonction de ses capacités, à chacun en fonction de sa production de valeur réelle par le travail. Moi j'avoue, si j'ai pas de travail, c'est chaud. Quoi. Sachant que le travail, il n'est pas rémunéré. Quoi. Et pourtant, nous continuons à nous accrocher à l'éthique protestante du travail. Ce qui est encore plus étonnant, c'est de voir la gauche, plus que la droite, défendre le travail comme rédemption, suivant la doctrine protestante, à travers 1. Le plein emploi, 2. Les coopératives de travailleurs, 3. Les syndicats, et surtout à travers 4. Le renouveau de l'artisanat, bien sûr, c'est-à-dire de l'ancien idéal de la poiesis. Poiesis, si je dis pas de conneries, c'est faire de créer, je crois, hein, c'est ça. Mais si nous lisons attentivement, nous décèlerons des ambiguïtés chez Hegel, qui s'inquiétait de la moralité d'esclave, résidant dans le fait que le travail implique toujours un désir différé. Chez Marx, qui en vint à croire que la vraie liberté adviendrait après le travail, et chez Freud qui, comme Hegel, comprit que ce qui restait de l'éthique protestante du travail était le symptôme d'une répression, peut-être même d'une régression. Bah oui. Ouais, bon. Ni ça, ni sont de sentiments progressistes, tous de gauche, et pourtant les implications de leur raisonnement sont profondément conservatrices, parce qu'ils impliquent qu'un revenu perçu sans travailler, que ce soit par un paiement de transfert ou par un revenu garanti, est d'une valeur morale douteuse. Non. Le fric, c'est juste du fric. Hein. De ce point de vue, il n'y a pas de moyen terme entre le travail d'un côté et la dépendance de l'autre, entre avoir un emploi et être dominé par l'État. Faites pas gaffe, hein, des fois, je sais pas pourquoi je fais des notes, quoi. Oh putain, j'ai la flemme. Oh là là, c'est long. Est-ce que je le lis ça? Vous le lirez, hein, de toute façon, moi je suis pas là pour lire le bouquin à votre place, quoi, mais pour vous donner envie de le lire. Tous sont les prisonniers inattendus ou les geôliers de l'éthique protestante du travail. Ouais, là, donc c'est tout un chapitre justement sur les valeurs très protestantes liées à la gauche qui sont en mode ah oui, non mais le travail, c'est quand même ça. Comment dire, ça donne un sens à la vie, alors que pas du tout. Et justement que ça vient plutôt d'un, comme dit Hegel, c'est une morale d'esclave. C'est je
travail dur, mais c'est un sens. Bullshit. Donc là, il dit qu'il faut se libérer de l'emprise du travail. Voilà, bon. L'époque moderne s'accompagne de la glorification théorique du travail et elle arrive en fait à transformer la société tout entière en une société de travailleurs. Le souhait se réalise donc, comme dans les contes de fées, au moment où il ne peut que mystifier. C'est une société de travailleurs que l'on va délivrer des chaînes du travail. Et cette société ne sait plus rien des activités plus hautes et plus enrichissantes pour lesquelles il vaudrait la peine de gagner cette liberté. Même parmi les intellectuels, il n'y en reste que quelques solitaires pour considérer ce qu'ils font comme des œuvres et non comme les moyens de gagner leur vie. Ce que nous avons devant nous, c'est la perspective d'une société de travailleurs sans travail, c'est-à-dire privés de la seule activité qui leur reste. On ne peut rien imaginer de pire. Et ça, c'est Hannah Arendt qui le dit. Il la cite. Alors, 15 minutes, 16 minutes. Vous n'êtes jamais seul au boulot, même quand vous êtes seul. Ne vous en méprenez pas, il n'y a pas de travail plus social que l'écriture parce qu'elle présuppose les conventions du langage et la forme et du style, mais aussi parce qu'elle requiert des systèmes de stockage et de distribution qui dépassent les limites de l'imagination individuelle. Bien sûr, le travail créatif est un travail collectif. Hein. Voilà. Bon. Excusez-moi. Je regarde parce que la batterie là elle descend. Ce qui manque dans l'analyse d'Arendt, c'est justement cela. Nous, les hommes et les femmes de loisirs créés par le développement du capitalisme. Cette catégorie comprend la plupart d'entre nous, et je dis bien la plupart, je parle des gens sans emploi, de ceux dont les emplois ont été réduits au minimum, downsized par la technologie, de ceux qui ont des emplois stables, mais au salaire insuffisant, associés de Walmart, professeurs, et de ceux qui gagnent peu d'argent avec leur boulot, mais disposent de suffisamment de temps pour suivre une vocation, enseignants, journalistes, professeurs. Nous avons tous quelque chose en commun, c'est l'opportunité, je dirais presque le luxe, de nous concevoir comme autre chose que des fonctions économiques, quelque chose de plus qu'une désignation professionnelle, quelque chose au-delà du travail, d'après le travail, d'en dehors du travail, de partout, en fait, sauf du travail. Ce que craignait Arendt, c'était qu'une fois libérés des contraintes du labeur, nous nous mettions à gaspiller notre temps, le loisir allait nous corrompre, faire de nous les dupes de l'ambition télévisée et de l'abrutissement rural qui ont aujourd'hui convergé dans la télé-réalité. Elle n'a jamais envisagé la possibilité que nous pourrions inventer autre chose que de nous enfoncer dans l'état abrutissant et inarticulé de la perte du monde. Putain de merde. J'arrive tout de suite. J'arrive. Oh, là. C'est de l'autre côté. Yes, beau gosse. Excusez-moi. Hein. Putain, il me restait... En fait, ça descend hyper vite. Enfin, oui, il reste 40 minutes de charge, alors que... Et je lis un truc, et bam, il reste 2 minutes. Bon. Désolé, hein. Et donc Arendt qui pense qu'il n'y a que la télé, et puis c'est tout. Ok. Tout le monde veut bien ou bien que nous travaillions, ou bien que nous ayons un travail enrichissant. Sinon, pense-t-il, la superficialité et l'hédonisme de la culture de consommation nous contamineront et nous deviendrons les créatures des démagogues. Il est aussi contre la représentation elle-même, cette impulsion à confondre une chose avec une autre forme que nous appelons métaphore, la capacité linguistique qui nous rend humains. Comment est-ce possible? Voici un... Je m'en fous. On s'en bat les couilles. Comme si la liberté comprise comme émancipation de la contrainte sociale ou des dictats politiques, ou comme un accès au pouvoir politique ne produisait pas des choix. Comme si le monde ne se révélait...
comme si le monde ne se révélait à moi que lorsque je m'y engage avec mon corps et mes compétences dans le cadre d'un travail manuel, comme si l'homme de l'art, l'artisan, était le seul modèle de connaissance, le seul lieu de l'authenticité qui soit disponible. Ne vous foutez pas de ma gueule, ne vous foutez pas de ma gueule, s'il vous plaît. Après le travail. Donc, le dernier chapitre, c'est après le travail. Il y a plein de trucs. Nos questions sont donc les suivantes. Les gens qui travaillent dur mais ne produisent pas de la valeur ayant un numérateur intéressant, j'entends par là un retour sur leur investissement de temps de travail, par exemple les employés de fast-food, journalistes, universitaires, cinéastes et musiciens, mais aussi les gens dont le temps de travail était historiquement sous-évalué. Pour des raisons de genre ou de race, les gens qui ne travaillent pas parce qu'ils ne peuvent pas, par exemple les personnes âgées qui constituent une proportion croissante de la population de toute nation développée, les gens qui ne travaillent pas, ils ne produisent pas de valeur reconnue sur le marché du travail, parce qu'ils ont mieux à faire. C'est une question, parce qu'ils ont mieux à faire. Alors... Il rejetait donc la notion de loi des reins des salaires qui prédisait que, au fur et à mesure que la valeur de la main-d'œuvre déclinerait en raison de la croissance de la population, plus d'offres, plus moins de demandes, égale des prix plus bas. Les travailleurs seraient inévitablement conduits au niveau d'une existence de subsistance, c'est-à-dire à la pauvreté. Marx pensait que les lois de l'offre et de la demande trouveraient devant elles trop de forces contraintes, syndicats, mouvements sociaux, sens commun de la décence pour prévaloir. Ah, ça me gratte, ça me gratte. Donc, alors. Je passe des trucs, hein, parce que là j'en ai trop. Vouloir rapatrier tous ces bons vieux boulots est comme vouloir revivre le bon vieux temps. C'est simplement stupide. Et regardons les choses en face, travailler sans un revenu décent est moralement révoltant, parce que l'esclavage n'est pas loin, c'est beaucoup plus révoltant, en tout cas, que de percevoir un revenu sans travailler. Mes cheveux me chatouillent, voilà. Ils me grattent. Et quelle fut leur réponse unanime? Une raison de vivre, c'est-à-dire concrètement, une raison de sortir du lit le matin et de faire quelque chose de valable pendant leur temps de veille. Ils voulaient quelque chose à faire, quelque part où aller, un lieu, plus que ça en fait, une destination émotionnelle qui les aiderait, qui les aiderait à traduire leurs désirs bredouillants, inarticulés, en un sens global, cohérent, régulier, reconnaissable, ce qui donnerait en conséquence à leur vie morne de tous les jours quelque chose durable, quelque forme durable, quelque signification. On ne m'a jamais répondu, juste pour l'argent, même quand j'ai interrogé les entrepreneurs de pompes funèbres et les prostituées. Ah, moi j'ai mis une petite... Mais écoute, je préfère tailler des pipes que prendre les commandes à Applebee's, gagner un salaire de merde parce que je suis poli. Tu vois ce que je veux dire? Je travaille parce que je dois travailler, sinon qu'est-ce qui se passe? Rien peut-être, et ça c'est pas acceptable. J'aime me dire que ce que je fais est important, mais je pense que tout le monde a besoin de ce but, voilà. Tu dois avoir un but, quelque chose qu'il vaille la peine de faire. Autrement, tu sors pas du lit. Et alors quoi? Voilà. C'est la fin du bouquin. Hein. Une nouvelle économie du plaisir, conduite par la demande de consommateurs, et avait remplacé la vieille économie de la douleur, définie par l'épargne, l'effort, les privations, tout sauf la jouissance. Alors quoi? Comment réinstaurer les vertus masculines? Eh bien, le plein emploi, bien sûr. Comme nos contemporains de gauche qui continuent à sacrifier sur l'autel du travail,
James proposa de mettre tous les adolescents au boulot, de leur enseigner quelque chose sur les idéaux militaires et l'endurance de la discipline, qui s'apprenait auparavant à la guerre, mais à la place de la conscription militaire, ils seraient recrutés dans une armée luttant contre la nature. Et alors, ils allaient voir ce qu'ils allaient voir. Ils seraient envoyés dans les mines de charbon et de fer, dans les transports ferroviaires, de pêche. En décembre, ils feraient la plonge, ils blanchiraient le linge, laveraient les vitres, construiraient les routes, des tunnels, ils iraient dans la fonderie et les hauts fourneaux. Là, ils apprendraient des leçons du travail nécessaire. Alors, le marché de l'emploi, d'ailleurs. Ne fonctionnant plus, il n'y a aucune raison d'augmenter les salaires par la loi. Mais il y a en revanche d'excellentes raisons pour remplacer ce marché. Ce qu'il faut faire donc maintenant, c'est un travail intellectuel. Comment imaginer un univers moral qui ne soit pas ancré dans... Putain, elle est énorme cette mouche. Ou limité par le travail socialement nécessaire. Comment apprendre à accepter un revenu qui ne correspond pas à du temps passé au boulot. Au diable le plein emploi. Que direz-vous de la pleine jouissance? Fuck work. Bon, on va dire que c'est tout. 25 minutes, je vous ai pris pas mal de temps. Donc voilà, c'était Fuck Work de James Livingston. Bah, je vous engage à aller à lire ce bouquin, il est pas mal. Bon, en gros, c'est Fuck Work et Go la jouissance.